Bonjour Sabine Belliard, comment allez-vous? Bien. Alors, avant d'évoquer le roman, on va faire un petit retour en arrière, parce que bon, moi je désire vous connaître ainsi que tous les téléspectateurs. Alors, quelles sont vos origines, hein? Je suis originaire du tout-monde, tel que le dirait Édouard Glissant, et je tiens à ce tout-monde. Et aujourd'hui, je suis originaire de l'université Paris 7, de Diderot, je suis chercheuse. Vous êtes née où? Bien évidemment, le tout-monde, je comprends, mais est-ce que c'est bon, les Antilles, Guadeloupe, Martinique? Oui, ça fait partie de ce tout-monde. Très bien. Et votre profession actuelle, je crois que vous avez plusieurs casquettes, hein, plusieurs fonctions. Alors, vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute et docteur en psychopathologie clinique. Qu'est-ce que c'est tous ces mots, ces grands mots et ces fonctions? Sans vous taquiner, hein, Sabine. Je ne sais pas s'ils sont grands. Hein. Oui. Non, je suis psychologue. Quand on est psychologue, on peut avoir un DSS, on peut avoir un doctorat. Je trouve que j'ai un doctorat. Et puis, mes références théoriques sont des références analytiques, raison pour laquelle on dit... Bienvenue à tous dans l'émission Évasion littéraire. Nous sommes aux éditions Albin Michel à Paris, livre ouvert avec l'écrivaine Sabine Belliard, préface de Jacques André, La couleur dans la peau, ce que voit l'inconscient. Alors toutes les peaux ont un patchwork de couleurs, hein, ça peut être noire, blanche, rousse, jaune, café au lait. L'écrivaine nous montre dans cet essai passionnant comment notre mental, notre intellect, notre psychisme se saisit de la couleur, de la peau pour s'exprimer, et ce qu'il exprime à travers elle, entretien, conversation avant tout avec notre psychologue, parce que c'est d'abord une psychologue et écrivaine, Sabine Belliard. Sabine, bonjour. Bonjour. Voilà, ravi de vous rencontrer et merci de nous accueillir aux éditions Albin Michel. Sabine, avant de parler de cet ouvrage, La couleur dans la peau, ce que voit l'inconscient, on va faire un petit tour en arrière. Je vais dresser un portrait. Quelles sont vos origines, Sabine Belliard? Je suis originaire du tout-monde, tel que le définit Édouard Glissant, tel qu'il le définit merveilleusement bien, de manière si dynamique. Et je tiens à cette origine-là. Alors, je vais peut-être être pertinente avec vous, vous titiller un petit peu, ce que j'aime d'ailleurs. Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Papette. Plein d'endroits. Guyane, oui, voilà. Plein d'endroits. Ce que vous appelez le tout-monde. Parfait. Eh bien, merci, merci Sabine. Alors, votre cursus professionnel, vous avez fait quelle étude? Je suis psychologue, donc j'ai un DESS en psychologie clinique et pathologique, et puis un doctorat, comme on le fait parfois. Et un doctorat, voilà. Et actuellement, vous êtes toujours, vous exercez, hein, c'est votre profession. Absolument, oui, je m'occupe d'enfants essentiellement. Très bien. Sabine Belliard, de quelle façon exprimez-vous votre envie d'écrire sur des sujets de société qui, je dirais, qui prédominent le mental et le comportement des gens? Qu'est-ce qui vous motive en tant que psychologue, hein, d'écrire dans ces univers? Que vous aurez très bien pu écrire du romanesque, de la fiction, des essais, Sabine Belliard. Oui, d'avoir le sentiment de toucher vraiment aux significations profondes et psychiques des choses, de ne pas rester à la surface. Je trouve qu'on manie beaucoup de sens de manière assez superficielle, comme si tout le monde était d'accord, que les choses étaient évidentes, qu'elles allaient de soi. Parfois même les mots parlent pour nous. On utilise des mots qui ont déjà des significations que tout le monde partage, comme si on parlait de manière singulière. Et ce que je trouvais intéressant, c'était vraiment de penser de manière très fine, très profonde, certains concepts, certaines approches de l'autre qui semblent comme ça si évidentes, mais qui ne sont tellement pas évidentes. Sabine Belliard, quels sont les auteurs que vous lisez en dehors de vos travaux de psychologue, de psychiatre? C'est une psychologue. Psychologue. La poésie, beaucoup. C'est un univers qui vous apaise, où vous retrouvez un petit peu tous vos sens? Où je trouve que des significations très profondes, là encore, sont présentes.
sans qu'on sache pourquoi c'est si juste, hein, mais que ça touche vraiment à la profondeur des choses. Hein. Alors, l'écrivain Patrick Chamoiseau formule dans une interview que l'objet de la littérature n'est plus de raconter des histoires. Votre réflexion là-dessus, comment vous percevez cette phrase, cette logique? Que l'objet de la littérature n'est plus de raconter des histoires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si l'objet n'est plus de raconter des histoires? Qu'est-ce qu'on raconte alors? Écoutez, je n'ai pas d'avis particulier sur ça. Je pense qu'on raconte toujours des histoires et qu'un sujet est toujours inscrit dans une histoire, dans une biographie de lui-même. Hein, mais je n'ai pas spécialement étudié cette question chez Chamoiseau, on n'en a pas discuté, c'est insuffisamment... là, j'ai pas assez d'informations pour avoir une réponse fondée sur ça. C'est sur un point de vue analytique, hein, je vous parlais oui, juste de ça. Oui. Non, je pense qu'on est toujours inscrit dans une temporalité, hein, et qu'on se définit toujours dans une temporalité, dans une construction de soi, dans une temporalité, donc a priori dans une histoire, mais je ne sais pas je n'ai pas plus d'avis que ça. Sabine Béliard, donc là maintenant nous allons parler de votre ouvrage, préface de Jacques André, la couleur dans la peau et non la couleur de la peau. Attention, il faut faire attention entre ces deux jeux de mots-là, ce que voit l'inconscient. Alors quand on dit la couleur dans la peau et la couleur de la peau, sur un point de vue analytique, qu'est-ce que ça peut représenter, Sabine? La peau humaine est la même pour tous. Elle remplit les mêmes fonctions pour tous, les mêmes fonctions psychiques pour tous, les mêmes fonctions de protection, de frontières entre soi et l'environnement. Après, elle peut être parfois... d'abord, elle est toujours teintée, hein, elle n'est jamais translucide, hein, la peau transparente n'existe pas. Donc après, effectivement, dans cette peau, on va avoir des teintes. Certains disent beige, les enfants disent parfois caramel, ils disent... Alors beaucoup de mots y entrent à l'oralité, même chez les adultes. Et donc sur cette peau, qui sera toujours visible, effectivement, il y aura effectivement une teinte qui peut être dite blanche aussi, hein, parfois dedans, hein, mais sur une peau commune. Hein, et la peau a les mêmes fonctions pour tous les humains, hein, d'où qu'ils viennent. Donc la différence, hein, couleur dans la peau et couleur de la peau, hein, tout à fait bien noté. Alors, est-ce que c'est un roman, un essai ou un document écrit, cet ouvrage? Ah ça c'est un... J'ai rédigé cet ouvrage suite à la thèse que j'ai soutenue en 2009 à Paris 7 et qui a été dirigée par Jacques André, qui s'intitulait « La peau, sa couleur, du visuel au tactile » et qui s'intéressait à la question de la sensorialité, du tactile. Ce qui est intéressant dans la peau, c'est que sa dimension tactile, c'est un organe de sens. Donc effectivement, c'est suite à cette thèse que j'ai essayé de faire un écrit qui soit à la fois théoriquement et cliniquement très fin et à la fois lisible par tout le monde, c'est-à-dire de manière assez vivante, parfois peut-être un peu poétique aussi, hein, mais de manière à ce que les concepts auxquels j'ai pu réfléchir soient partageables. La préface est signée de Jacques André. Qu'est-ce que l'identité, parce que lui il a une façon de voir les choses, il a une manière d'analyser, donc j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Donc la négation de la couleur et de la teinte, moi je vous dis ce qui m'a un petit peu interpellée. Ensuite c'est l'identité psychosociale, la politique d'une Amérique noire et la différence de couleur dans la sexualité. Voilà, ce sont ces points que j'ai pu relever dans la préface de Jacques André. Alors dites-nous ce que ça peut représenter globalement, très largement, ces quelques points que je viens de vous citer. Oui, préciser ces quelques points, c'est très général ce que vous me dites là. Alors, la négation de la couleur et de la teinte. Qu'est-ce que c'est cette négation? Alors ça, c'est vous qui le dites, parce qu'il n'a pas écrit comme oui, ça. Oui, je vous le montre, il y a un passage de la négation. Oui, mais on va regarder ensemble, c'est intéressant. Oui, bien sûr. Donc, voilà, donc, moi j'aimerais savoir ce que c'est que la négation et de la teinte et de la couleur. Est-ce que c'est une négation ou...
Est-ce qu'en général, l'atteinte, c'est une négation? Pas du tout, c'est pas une négation, l'atteinte. Moi, je n'ai pas le souvenir du mot négation, je ne vais pas vous répondre à quelque chose dont je n'ai pas le souvenir pour vous répondre. Parfait, donc moi, je l'ai. L'identité psychosociale, oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, je pense qu'il faisait référence, dans le livre, on parle des... je parle d'un entretien que j'ai eu avec une femme d'origine dite Becquet dans le livre, et je pense qu'il faisait référence à la façon dont l'identité et teinte de la peau sont très, très liées pour cette population Becquet. La politique d'une Amérique noire, donc, et la différence de couleur dans la sexualité, ça on le connaît fondamentalement, puisqu'on le vit aujourd'hui, mais la politique d'une Amérique noire, donc Obama, Martin Luther King, voilà, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là dans cette politique? Écoutez, vous lui demanderez. On va parler de ma partie, peut-être. Voilà, simplement avoir votre point de vue, votre côté analytique sur cette préface. Vous l'avez lu. Oui, heureusement que je l'ai lu, oui, mais je pense que le plus intéressant là, c'est de voir le travail qui a été fait. Parfait. Donc, alors, tout à l'heure, vous avez parlé de... En 2004, vous avez publié Regard et couleur de peau. En 2009, la peau et sa couleur, dont vous venez d'évoquer le visuel ou tactile. Et est-ce que c'est une continuité d'approfondissement, d'analyse de la question de cette couleur, Sabine Belliard, par rapport à ces ouvrages-là? Oui. Et qu'est-ce qui différencie chaque essai? Oui, non. Au départ, c'était un article scientifique que j'avais publié dans la revue Adolescence. Donc vraiment un travail purement universitaire. La thèse aussi, mais la thèse, alors, la différence c'est qu'au départ, je suis vraiment partie de la question aux Antilles. Et que plus ça a avancé, plus je me suis intéressée à la question de la peau de manière globale, indépendamment de la question des Antilles pures. Donc il y a un cheminement qui va du local, puisque vous êtes une ACI, des Antilles, vers l'humain dans sa globalité. Et l'humain dans sa globalité, alors ce qu'on retrouve dans le livre, puisque les cas cliniques sont aussi des cas cliniques de personnes dites blanches, dites Becquet, dites antillaises, dites africaines, dites métropolitaines. Il n'y a pas une seule population qui est représentée, mais des populations. Il est question aussi au passage de l'Asie, etc. Donc vraiment, la démarche, elle va du local au général, à la peau humaine en général et aux conditions du tactile et de la peau dans l'humanité. Mémoire vivante de l'histoire, qu'est-ce que vous entendez par cette mémoire vivante de l'histoire, en sachant que les historiens évoquent cette mémoire collective, mais d'une histoire passée style marronnage, ou un mémorial, comme dirait Françoise Vergès, de l'abolition de l'esclavage. Alors pour vous, qu'est-ce que cette mémoire vivante? Alors je ne me suis pas du tout inscrite, alors c'est très important, dans ce travail, on est vraiment dans une approche de la peau, qui est une approche à partir de l'intime. C'est-à-dire, en général, quand un travail est fait sur la peau, c'est par rapport à cette extériorité de la peau, cette dimension, on va dire, du visible, qui très vite renvoie du collectif, à des représentations sociales, à une histoire, etc. Donc là, vraiment, la question c'est à partir de l'intime. Dans cet intime-là, le mot mémoire, il m'est venu vraiment de manière plus poétique et pas du tout en référence à ces travaux que vous évoquez là, un peu comme ce que peut faire ressentir de manière presque corporelle à certains moments, sensoriellement, cette dimension de la peau, ce que ça vient ramener du fond de soi dans le regard qui peut être porté sur l'autre. Mais pas du tout en pensant aux dimensions ni théoriques, c'est vraiment là le ressenti corporel, une sorte de mémoire. Comment psychiquement quelque chose peut habiter l'individu face à cette peau à certains moments. Aux Antilles, puisque la mémoire, j'en parle pour les Antilles. Quelle analyse des différents témoignages des familles recueillies dans cet ouvrage? Il y a des témoignages des familles que vous avez rencontrées. Comment vous les avez retranscrits, ces témoignages, ces rencontres avec ces familles? C'est-à-dire au niveau de la couleur, puisque vous parlez de différentes couleurs, ça va du brun au rouge, c'est que vous rencontrez des familles, notamment Maude, qui est guadeloupéenne, qui parle. Alors il y a plusieurs familles. Qu'est-ce qu'elles racontent, ces familles? Elles ne racontent pas du tout la même chose, et c'est bien ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans ce livre, c'est qu'il y a plein de façons différentes d'utiliser la couleur de la peau. Que ce qu'on croit dire n'est pas forcément ce qu'on pense dire à une personne qu'elle est très foncée de peau, apparemment
pour la vexer, ou dans toute l'histoire des Antilles, hein, où ça a été très porteur de ça, ne veut pas du tout dire que la personne le pense vraiment. Hein, ça peut être simplement un moyen, parfois, de blesser ou de vexer ou de régler une rivalité avec sa sœur. Justement, elle veut dire plein de choses à la fois, cette couleur, plein de choses différentes à la fois. Ça dépend de qui l'utilise, à quel moment elle l'utilise, des enjeux du moment. Il n'y a pas une manière de parler de la teinte de la peau. Il y a plein de manières différentes de parler de la teinte de la peau. Et c'est vraiment, j'insiste beaucoup sur ça dans le livre, c'est à quel point la question de la teinte de la peau est instrumentalisée pour des intérêts purement individuels, purement singuliers. On sort de plus en plus de cette image portée par l'histoire des peaux il y a vraiment une distance qui est prise par rapport à cette histoire, puisque la teinte de la peau est vraiment de plus en plus instrumentalisée. Quand une personne parle de la peau, elle ne parle pas forcément du social, elle utilise des représentations collectives, mais pour régler parfois des comptes, pour dire l'amour, pour dire la haine, mais sans forcément y croire. Il n'y a pas forcément de croyance. Hein, c'est à la fois il y a une présence de ces thématiques, un vocabulaire qui reste hérité de l'histoire, à des mots qui restent parfois très chargés, et à la fois, en fonction de la personne, du moment, des enjeux du moment, les significations vraiment sont très variables. Donc, les situations dont on parle, il faut les lire, ça dépend vraiment de qui et à quel moment, puisque Maud, on voit bien qu'à un moment donné, elle dit que sa sœur change de couleur de peau. Alors comment se fait-il que quelqu'un puisse changer de couleur de peau, sauf à penser qu'effectivement, Maud lui donne une couleur de peau qui change en fonction de comment elle l'investit. Quand sa sœur l'aime bien, elle a une certaine couleur. Quand sa sœur ne l'aime pas bien, sa sœur change de couleur. Donc ça montre la dimension du fantasme. Les gens ne changent pas de couleur de peau. Hein, donc si pour Maud il change, c'est bien qu'on n'est pas dans la couleur objective, mais qu'on est vraiment dans comment chacun a ce rapport fantasmatique, ces dimensions projectives. On n'est pas dans le réel, on est vraiment dans le fantasme. Hein, c'est ça qui est intéressant. Et vous, dans votre famille, si je prends le cas de votre famille, est-ce qu'il y a aussi cette différence de peau? Je ne vous répondrai pas, ce n'est pas la question. D'accord, ok. Non, puisque nous parlons de famille de couleurs, donc il y a toujours une projection. Je suis là en tant que chercheuse, je n'ai pas à répondre sur ça. Donc ça peut être, j'ai compris. Donc, effectivement aussi ce que je voulais vous demander, en tant que chercheuse, on peut aussi se projeter. Mais tout le monde on se projette dans son écriture, on se projette aussi dans sa propre famille. Oui, bien sûr. Tout le monde se projette partout, on n'est pas obligé d'en faire part. Parfait, bien sûr, bien. Alors vous parlez aussi de l'enracinement de l'héritage des noms. Alors moi j'ai employé ce terme, l'enracinement, parce que ça me paraît important. De l'héritage des noms, qu'est-ce que c'est cet enracinement des noms et des choses? Vous faites référence à la page... Donc ça, on est toujours au premier chapitre. Hein. La tâche d'éviter... Faire vite. Qu'est-ce que c'est que cet enracinement des noms, des choses? Est-ce que c'est une façon d'être attaché, d'être conservateur, justement, de tout ça? Alors, à aucun moment je n'entends pas le mot enracinement. Par contre, vous devez parler de l'héritage de noms de choses. Mais moi, j'emploie l'enracinement, parce que ça me paraît important. Je vais regarder un peu dans le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est l'enracinement des choses? Alors, non, dans cette partie, donc parler, ce qui est vraiment intéressant, c'est les mots dont on parle dans l'ouvrage. Page 61. Merveilleux. Hein, c'est effectivement les mots qu'on utilise. Pourquoi? Alors, est-ce que ça va de soi? Moi, je ne sais pas si ça va de soi. Et c'est des questions que je pose dans le livre. Est-ce que ça va de soi qu'une peau foncée soit dite noire? Voilà, la table est noire, là, le fauteuil est noir. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'une peau dite claire soit dite blanche? Le mur est blanc. Moi, je ne trouve pas qu'une peau dite blanche soit blanche. Les enfants métis qu'on rencontre maintenant, puisqu'on est maintenant dans maintenant et dans l'avenir, hein, on n'est plus dans tous ces siècles passés, malgré tout, même si on en apprend tellement de choses de cette histoire. Les enfants maintenant, les enfants métis, ils disent pas papa il est blanc, maman elle est noire, ou l'inverse, ou ma sœur elle est noire et moi je suis blanc. Il y a une histoire comme ça qui est très jolie, qui est l'histoire de Vincent dans le livre. Hein. Vincent à qui on dit au centre de loisirs, ah tiens Vincent, je ne savais pas que tu étais noir. Pourquoi? Parce que Vincent, qui a la peau très claire, a une maman à la peau foncée. Donc quand Vincent est avec sa maman, il est noir. Quand il est sans sa maman, il est blanc. Quand il est avec sa sœur, qui elle a une couleur, on va dire moyenne, pour dire comme aux États-Unis, eux ils disent dark, medium dark, medium light. Enfin,
il y a des façons aussi de dire différemment. Quand il est avec sa sœur, donc sa sœur est noire et lui il est blanc, ça n'a pas de sens. Donc on pose des questions comme ça dans le livre, hein, je pose des questions comme ça, en m'appuyant sur ce que j'entends. Moi dans mon cabinet et au CMPP, les enfants ils parlent de leurs frères, ils parlent de leurs sœurs. Vous disiez, il y a une famille, oui, il y a une famille. Hein. Ils ne disent pas dans la famille, nous avons des noirs, nous avons des blancs, nous avons des métis. Non, ils ne disent pas ça. Ils sont une famille, et je crois que c'est vraiment des questions importantes. Hein. Comment l'avenir, là, on peut le penser pour ces enfants, de ce tout monde, hein, et le penser de manière pertinente et qui préserve le lien familial. Donc ce sont ces questions-là qui sont posées. Très bien. La couleur de la peau au service d'enjeux, ça c'est un chapitre qui est dans le livre, d'enjeux psychiques. Vous faites référence à la pièce de théâtre de Jean Genet, Les Nègres. Alors, je vous pose un petit peu plus. Pourquoi la référence de cette pièce de théâtre? Non, je trouvais très audacieux ce qui avait été fait dans cette pièce de théâtre. Oui, très audacieux. Absolument. Hein, on se dit, oser penser aussi librement que ça, quel bonheur. Et effectivement, moi je reste sur mes questions très simples, très banales. Je demande à ce qu'on m'explique. La couleur, c'est pas la culture. Hein, et un jeune d'aujourd'hui qu'on voit dans nos villes, et en région parisienne, il peut très bien être très foncé de peau, être un pur métropolitain dans sa culture interne, et il peut être très clair. Et aux Antilles, être un pur Antillais. D'ailleurs, Maud, je vous fais remarquer, elle est très amusante dans le livre, dit « Mais vous savez, madame, il existe des négresses blanches. » Je trouve ça extrêmement mignon. Et elle m'explique qu'il y a les négresses blanches et tout. Et je trouve que Maud, qui a 24 ans, ben oui, elle nous dit hein, ce que l'avenir va être et où on est maintenant. Là, je ne vais pas parler à la chercheuse, je vais simplement m'adresser à la psychologue. Sur le visuel et tactile des grands hommes de l'histoire, Alexandre Dumas, le Chevalier Saint-Georges, Saint John Perse, et l'influence de leur peau dans notre inconscient, dans notre subconscient. Est-ce qu'aujourd'hui on draine toujours ces images de cette couleur, de ce métissage dans nos réflexions? Je ne sais pas, mais pour revenir à ce mot métissage, moi je vais revenir à Glissant, ce que je trouve très beau dans... c'était pas simplement une façon de ne pas vous répondre tout à l'heure, ce que je trouve très beau dans ce que dit Glissant, et qui rejoint tout à fait ce qu'on est en train de dire là sur la peau et la couleur, c'est qu'il dit que... Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans notre société? De l'imprévisible. Tout change en s'échangeant. Et cette fameuse identité rhizome dont il parle, qui n'est pas faite d'une racine unique, eh bien, elle produit de l'imprévisible. On produit de l'imprévisible. Et là, je crois que c'est important qu'on soit dans cette pensée-là et dans cette dynamique-là. Couleur n'est pas égale culture. Et on a maintenant des identités nouvelles qui naissent, qui, en fonction de paramètres qu'on ne contrôle pas, c'est pas du contrôlable. Et je crois que c'est important d'être dans cette pensée-là. Sabine Béliard, notre émission va bientôt toucher à sa fin. C'est un livre passionnant et un livre interrogatif, donc ce que voit l'inconscient, notre inconscient, notre subconscient. Je vais quand même vous poser une dernière question, et puis je pense qu'on aura l'occasion, toujours aux éditions Albin Michel. Alors dans mon patchwork, il faut que je vous pose la très très bonne question. Alors on va parler du miroir avant de se quitter. Le miroir indispensable à l'autre. Quelle image sensorielle renvoie la couleur de notre peau? Et dans ce livre, il y a une analyse freudienne dans la métaphysique vivant. Et donc on va terminer sur ces deux questions. J'aurai l'occasion de vous rencontrer pour terminer cet ouvrage passionnant encore une fois. Oui, elle est vraiment importante, cette notion de miroir. Aucun être humain n'a jamais vu tout seul son propre visage. Il y a une invisibilité, on n'y pense pas à soi-même. Il faut soit un miroir réel pour se voir, soit les yeux d'un autre. Les premiers yeux, ce sont les yeux de la maman, du papa, les yeux des parents, qui regardent et qui trouvent que l'enfant est si beau et qu'il sent si bon. Et ce qui permet qu'il y ait un auto-érotisme qui se crée et qu'on se sente aimant, aimé, avec des frontières pleins. Et c'est vraiment quelque chose de très important. C'est Winnicott, qui est un grand psychanalyste, qui a parlé de ça, mais qui est vraiment intéressant sur cette question de la peau, parce que cette couleur que vous ne voyez pas, que personne ne voit,
qu'aucun être humain ne voit directement, c'est elle qui se voit en premier dans l'échange de visage à visage, dans la vie quotidienne. Hein, effectivement, il y a toute la deuxième partie du livre travaille sur ça, et sur ces dimensions psychiques qui sont malgré tout touchées quand on va toucher à ce qui est à la base du psychisme. Et le tactile, cet organe des sens, est à la base des premières représentations psychiques et du fait qu'on ait tous un espace psychique et qu'on puisse avoir un appui à notre pensée. Voilà, c'est la suite du livre, oui. Oui, on aura l'occasion dans une prochaine émission de finaliser cette deuxième partie. Et la partie freudienne, vous faites donc, je vois qu'il n'y a pas Freud intervient. Oui. Voilà, pourquoi, quel lien, rapport avec Freud, justement? Oui, parce que Freud a parlé de la place de la perception, hein, dans ses textes, et comment le moi, effectivement, et comment le moi s'appuie sur de petites quantités d'excitation, etc. Enfin, ce sera un petit peu long et un peu fastidieux, hein, mais c'est parce que Freud a beaucoup parlé du moi et que je crois, c'est Anzieux qui en a parlé bien avant moi, hein, que la peau et le moi sont très liés, ce fameux moi-peau, qui est maintenant connu par les psychanalystes. Hein. Merci Sabine Béliard, merci de nous avoir accueillis aux éditions Albin Michel. Donc, on se dit pour une prochaine émission pour terminer, parce que je vous dis, je ne vous ai pas posé toutes les questions qui sont aussi pertinentes et je vois que vous avez du répondant très ajustement analysé et étudié. Merci pour cette découverte qui nous permet de découvrir la couleur dans la peau et non la couleur de la peau. Merci à l'équipe qui m'accompagne. Évasion littéraire, rendez-vous la semaine prochaine.